Le verdict final est tombé. Les 14 candidats à l'élection présidentielle du 26 février prochain sont désormais connus. La recevabilité de la candidature d'Abdoulaye Wade est confirmée par le Conseil constitutionnel, celle de Youssou N'Dour annulée. D'après les 5 juges du Conseil, l'artiste candidat aurait comptabilisé 4 000 signatures sur les 10 000 demandées. Ce mardi, les leaders du mouvement du 23 juin appellent à une grande mobilisation. C'est un combat contre la situation dans laquelle le président Abdoulaye Wade veut plonger le Sénégal. Une situation de crise majeure qui peut déboucher, si on n'y fait pas attention, sur une guerre civile. Et tout cela par appétit du pouvoir et par souci de transmettre ce pouvoir à son fils. Vendredi dernier, la première liste des candidats rendue publique avait créé des échauffourées sur l'ensemble du territoire national. Suite à ces manifestations, Alioune Tine, président de la Rencontre africaine des droits de l'homme, par ailleurs coordonnateur du M23, a été interpellé par la direction des investigations criminelles depuis samedi dernier. Alioune Tine, aujourd'hui, d'un point de vue pénal, on ne peut absolument rien lui reprocher. Il a organisé une manifestation qui a été autorisée par l'État du Sénégal. Les services de sécurité étaient là pour encadrer cette manifestation. Qu'il y ait des débordements à la fin et qu'un policier y perd sa vie, on ne peut pas imputer cela à Alioune Tine. C'est pour cela que nous considérons que si au bout de 48 heures, il est maintenu en détention, il sera en détention arbitraire. Et à partir de ce moment-là, nous sommes prêts à initier toutes sortes d'actions au niveau national et au niveau international pour obtenir sa libération immédiate et sans condition. Une conférence de presse sur l'arrestation d'Alioune Tine au siège de l'Amnesty International de Dakar ce lundi a vu la présence massive des organisations internationales des droits de l'homme, telles que le Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Avocats sans frontières Sénégal, ainsi que la Ligue sénégalaise des droits humains. Rideau sur la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue du 28 au 30 janvier à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Cette réunion a planché sur le renforcement et la promotion du commerce intra-africain. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, ayant pris part aux travaux, a conféré dès son retour au Congo avec la presse nationale et internationale sur ses conclusions. Il s'est avéré que l'Afrique n'occupe que 3% du commerce avec les autres parties du monde, alors que l'Europe 60% et l'Amérique 40%. D'où il faut donner une nouvelle impulsion à ce secteur pour son réel développement. Parmi les facteurs qui gênent le développement de ce commerce intra-africain, il y a, j'en cite quelques-uns, il y a d'abord cette volonté politique. Il faut avoir la volonté politique de l'intégration. Répondant par ailleurs à une question des journalistes sur le non-lieu constaté à propos de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso précise que le président est élu par une majorité qualifiée des 2/3 des pays membres de l'Union africaine. Après avoir procédé à plusieurs tours de scrutin, on a constaté qu'aucun des membres n'atteignait la majorité des 2/3 des membres de l'Union. Et alors, les textes prévoient que dans ce cas, on suspend le scrutin pour le reprendre. La question du développement durable n'a pas échappé à ces chefs d'État africains. Aussi ont-ils marqué leur adhésion à la communication faite par le président congolais sur la position commune de l'Afrique, qui doit parler d'une seule et même voix lors de la conférence de Rio +20. Le clou de ce 18e sommet des chefs d'État africains aura été l'élection du Béninois Tomayayi Boni en remplacement de l'Équato-Guinéen Théodore Obiangema à la tête de l'Union africaine.
Depuis sa nomination au poste de ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État le 9 décembre dernier, le ministre Henri Eyebaïssi a décidé de faire de la gouvernance son leitmotiv et surtout d'asseoir une plateforme de concertation entre les différentes structures chargées d'aider l'État à appréhender les fossoyeurs de l'administration. La première des structures mises en place par le gouvernement depuis des décennies à cet effet est le Programme national de gouvernance, même si son action n'a pas toujours été véritablement visible. Les services de contrôle supérieur de l'État sont la structure fêtière en matière de contrôle et de préservation de la fortune publique. Il était donc important que nous puissions nous rencontrer et je remercie Monsieur le ministre pour l'initiative qu'il a eue de nous inviter. Il y a eu ensuite l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, dont le rôle est de surveiller les transactions financières au niveau des banques et même du trésor public, de s'assurer des origines de l'argent que les Camerounais déposent et de traquer tous ceux qui se livrent au blanchiment d'argent ou qui ne sauraient justifier l'origine de leurs avoirs. La Chambre des comptes de la Cour suprême et la Commission nationale anticorruption sont les derniers organes mis en place dans cette guerre contre les corrupteurs, les corrompus et les détourneurs des deniers publics. Ces rencontres, au dire des uns et des autres, vont être bénéfiques à la longue. Il faudrait bien qu'il y ait une plateforme de travail entre la CONAC et le Conseil supérieur de l'État pour harmoniser non seulement les discours, mais aussi les actes. Parce que nous avons un seul intérêt, c'est l'intérêt du Cameroun, c'est l'intérêt du peuple camerounais. Il faut donc qu'il y ait des actions qui soient concertées et complémentaires. Il faut relever que le dernier rapport de la CONAC a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le triangle national, surtout les dénonciations qui portaient sur les retards pris dans le bitumage de la route Ayos-Bonis dans la région de l'Est Cameroun, longue de 192 km. Certains pensent même que c'est ce qui a coûté à l'ancien ministre des Travaux publics son poste au gouvernement. Véritable geste de solidarité envers la population malienne, ce don de 3100 tonnes de riz de l'Algérie est conforme aux principes de fraternité et de bon voisinage que partagent nos deux peuples. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'assistance que l'Algérie a décidé d'apporter au Mali touché par la mauvaise campagne agricole 2010-2011. L'Algérie répond présent à l'appel du devoir de solidarité. Une solidarité tout à fait fraternelle, de bon voisinage et de pérennité dans les relations entre les deux pays. L'Algérie et le Mali maintiennent des relations séculaires de coopération, au rang desquelles on peut retenir récemment l'effacement total de la dette algérienne, suite auquel le pays a fait don de 10 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA, destinés au financement de projets de développement dans le septentrion malien. Comme tous les 1er février de chaque année, les Rwandais célèbrent leurs héros nationaux. Ce mercredi matin, les autres autorités du pays, aux côtés du président Paul Kagame, se sont rendues à la tombe des héros pour leur rendre hommage encore une fois. Le reste de la population a célébré dans les différents secteurs respectifs. Les héros nationaux célébrés sont le général-major Guy Safred Rwigema, qui a été tué 2 jours après le début de la guerre de la libération du Rwanda en 1992, le roi Mutara III Charles-Léon Pierre, les soldats inconnus Agathe Uwilingiyimana qui fut la première ministre du 17 juillet 1993 au 7 avril 1994, Félicité Niyitegeka ainsi que les élèves de Nyange qui ont lutté pour les idéaux de l'unité rwandaise jusqu'à la mort de certains d'entre eux, acceptant de sacrifier leur vie au lieu de se séparer. Aimé Emmanuel Ndaisenga nous a partagé le fait que la commémoration des héros nationaux a une importance personnelle pour lui. Je pense que pour moi, ce que ce jour-là me laisse, c'est l'esprit que nous, les Rwandais, surtout nous les jeunes, nous devrions avoir juste de ne pas regarder à nous-mêmes, mais de regarder pour l'avenir.
Il est d'habitude qu'au Rwanda, quand il s'agit de jours fériés, pas mal d'activités s'arrêtent en ville. Le magasin fermé, les rues habituellement peuplées sont presque vides. Chaque année, cette commémoration du Heroes Day va de pair avec un thème spécifique. Celui de cette année est sur la lutte contre la violence faite aux enfants. Toujours aucune issue pour le partage du pétrole des deux Soudans. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, juge inacceptable les plans du panel de l'Union africaine. Ces plans proposent à Juba de verser 4 milliards de dollars à Khartoum et fournir 35 000 barils de brut par jour aux raffineries du Nord, pour qu'ils puissent utiliser les infrastructures du Nord pour ses exportations de pétrole. L'accord provoquerait un conflit autour des terres et du pétrole. Il limiterait ainsi les options du Sud-Soudan à gérer ses ressources économiques. Je ne pourrais accepter un tel plan. Il vise à rendre nos populations dépendantes et vulnérables en leur faisant payer des milliards qu'elles ne doivent à personne. Pour Salva Kiir, la proposition du panel de l'Union africaine rendra non seulement le Sud-Soudan dépendant des infrastructures du Nord, mais aussi l'empêchera de développer ses propres moyens d'exportation. Depuis son indépendance, le Sud-Soudan ne peut exporter sa production pétrolière que par un oléoduc traversant le Soudan du Nord. En marge du dernier sommet de l'Union africaine, Salva Kiir et El-Béchir se sont rencontrés pour tenter de trouver une solution aux différents pétroliers, mais Salva Kiir a refusé à la dernière minute de signer l'accord. C'est dans cette situation de crise tendue que la responsable de l'aide humanitaire des Nations Unies, Valérie Amos, est en visite de 3 jours au Sud-Soudan. Elle s'est dit préoccupée par l'étendue et l'ampleur des violences interethniques. Juba détient les 3/4 des réserves pétrolières de l'ex-Soudan, mais reste toujours confrontée à une situation de crise alimentaire. Selon le programme alimentaire des Nations Unies, quelques 3 millions de Sud-Soudanais souffrent de la famine. Ça tourne chez Aminata Diallo-Glé. Marc et Malika sont de nouveau sur scène pour mener la vie dure au hors-la-loi. 10% et Timi sont aussi au rendez-vous avec leurs intrigues. On va dire Timi, c'est la sœur de Omo, c'est aussi la maîtresse de l'inspecteur Marc. C'est un personnage qui est tout le temps en train de faire des intrigues. C'est un personnage qui m'amuse. Il y a une amélioration du personnage, du rôle. D'abord, c'est 10%. Je m'amuse à le dire que l'auteur du texte et celui qui écrit le texte s'amuse bien et moi aussi, ça m'amuse aussi de m'amuser. Après le succès de la première saison de 33 épisodes, la saga de Super Flic continue. C'est une comédie policière qui met en scène 2 policiers, tantôt en palabres, tantôt complices, aux prises avec les fléaux qui minent le quotidien d'une ville africaine. L'histoire a évolué. Au départ, c'était Marc et Malika qui étaient 2 inspecteurs. Malika qui était la policière intègre. Marc qui était un peu coureur de jupons, ripou. Et 10% qui est notre escroc notoire qui vend, qui achète tout. Et voilà, donc ces personnages vont évoluer. Le tournage a démarré en octobre 2010 au Mali. C'est poursuivi en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina. C'est un voyage à travers l'Afrique de l'Ouest dans ses univers contrastés pour retracer les joies et les vicissitudes de la vie urbaine. Le plateau mobilise des comédiens de diverses nationalités, une ouverture culturelle qui avait déjà fait le succès de la première saison. Quand nos inspecteurs se déportent pour un problème de faux médicaments, ils essaient de remonter la filière de faux médicaments qui les amène au Niger. Et en Côte d'Ivoire, l'histoire qui nous a amené, c'était le problème des pyramides fiscales. Vous savez, les histoires de pyramides, tu mets 50 000, tu as 100 000, un peu à la Madoff. Avec la saison 2, le rire est encore assuré sur des réalités plutôt amères et même tragiques. Le public de Ouaga 2000 a pu savourer l'humour caustique des acteurs qui tranchent souvent avec le tragique des situations. C'était à l'occasion du lancement de la série. Mais sur le terrain, le tournage continue encore pour 3 semaines pour boucler les 40 épisodes de 26 minutes de la saison.